Bonsoir à toutes et à toutes, vous qui êtes ici ce soir, vous qui faites vivre la littérature. Je suis vraiment très heureux qu'on puisse avoir cette soirée ensemble. Si nous sommes réunis pour célébrer les 15 plus 1 an de la revue Fiction, la revue critique de fiction française, j'aimerais commencer par rappeler que son histoire n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle s'est construite dans l'enthousiasme, avec des convictions fortes, avec quelques surprises aussi, et surtout avec un véritable travail collectif. Dès le début, nous avons compris que rien ne serait simple. Le nom même de Fiction, double XI pour 2021, nous l'a rappelé. Nous étions très loin d'imaginer qu'il allait provoquer des tensions. Et je peux dire que ces tensions étaient presque intergalactiques. Pendant plusieurs semaines, un groupe très attaché, et à juste titre, à la science-fiction, dont les mascottes ressemblaient à des ovins légèrement électrisés, les amateurs de science-fiction reconnaîtront, était persuadé que ce nom lui revenait de droit. Il a fallu expliquer patiemment que notre terrain était la littérature française contemporaine, pas les galaxies lointaines, une entrée en matière dont nous nous souvenons encore. Il y a eu d'autres épisodes véritablement inattendus. Je pense notamment à cette nuit où notre rédacteur en chef a été réveillé en urgence parce que l'article sur Time Bomb n'était soudain plus accessible sur le site. Certains jeunes lecteurs, persuadés d'y trouver la recette d'un morceau de rap qui ferait date, ne comprenaient pas que la page ait cessé de répondre. Fiction s'est trouvée ainsi, malgré elle, au cœur d'une quête musicale assez improbable. Mais la revue a aussi connu des grandes joies. Et je pense notamment au moment où des auteurs et des autrices jusque-là discrets reçoivent une attention nouvelle parce qu'un article donnait envie de les lire. Cela fait partie des moments qui donnent leur sens à notre entreprise collective. Voir aussi comment, au fil des analyses, une réception prend forme autour d'un auteur, d'une autrice ou d'une problématique. Et comment les dossiers se répondent parfois à grande distance. Et il faut remercier pour cela toutes celles et ceux qui ont été directrices et directeurs invités et qui ont su ouvrir, orienter et structurer ces dossiers. Je voudrais également remercier Éric Chevillard, pour lequel vous êtes venu, qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui. Il aurait dû être accompagné par Lydie Salver, qui est malheureusement retenue pour des problèmes de santé et qui vous prie de bien vouloir excuser son absence. Chevillard, pour qui les mots sont des bêtes qu'on mène à l'abattoir, son nom l'indique d'ailleurs, mais qui ressort toujours bien vivante, est aussi l'un des auteurs, et c'est pour ça que nous tenions véritablement à sa présence ce soir, est un des auteurs les plus étudiés par nos collègues au fil des numéros. C'est sans doute l'auteur qui est le plus présent depuis l'origine de la revue. Sa présence régulière dans la revue rappelle combien Fiction est attentive aux formes, à l'inventivité et à la liberté que l'écriture peut engager. Mais si Fiction existe aujourd'hui, c'est avant tout grâce à quelqu'un dont vous ne connaissez pas le nom, mais qui s'appelait Yvan Arix. Yvan a été notre premier rédacteur en chef, il a créé le site, il a accompagné les premières années de la revue, avant la transformation et l'actualisation du site, à une époque où les revues électroniques suscitaient encore scepticisme et méfiance. Il a payé de sa personne pour les tâches les plus humbles comme pour les plus exigeantes, en laissant volontiers à d'autres le devant de la scène. Yvan n'est plus parmi nous et je voudrais dédier cet anniversaire à sa mémoire. Je voudrais aussi l'offrir à celle de Michael Sheringham, qui nous a accompagnés depuis le début et qui nous a quittés, lui aussi, bien trop tôt. Fiction n'aurait pas su avancer sans certains soutiens essentiels, et je pense à la Fondation universitaire de Belgique, qui a joué un rôle déterminant, notamment dans le développement de l'open access, qui a été notre politique dès le départ. Je pense à l'École normale supérieure, qui nous a accueillis grâce à la bienveillance et l'énergie sans fin de Michel Murat, fin lecteur. Je pense enfin à Dominique Rabaté, dont l'implication dès le premier jour a été décisive, à Denis Saint-Amand, qui a contribué à renforcer notre ancrage belge et francophone.
Mais je ne peux pas nommer tout le monde et je veux également remercier le comité de la revue dans son intégralité, dont l'engagement continu a permis à Fiction de tenir la route, de se transformer et d'avancer numéro après numéro. Je devrais nommer ici toutes les personnes qui en font partie, et parmi elles les plus grands spécialistes de la littérature contemporaine, personnes anciennes et nouvelles. Mais elles sont trop nombreuses pour être citées comme il le faudrait. Les discussions au sein du comité sont franches parce qu'elles sont amicales et parce que chacune et chacun respecte profondément le regard de l'autre. Rien de ce que nous faisons ne serait possible sans ce travail collectif, exigeant et confiant. Fiction s'est construite avec des énergies venues de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis. La revue a toujours été ouverte à différentes traditions critiques. Elle a accueilli et accueille toujours la diversité des approches. Et elle s'est beaucoup renouvelée ces dernières années grâce à l'arrivée de nouvelles voix dans le comité. Depuis 16 ans maintenant, Fiction est avant tout un travail collectif. La revue rassemble des chercheuses et des chercheurs engagés dans un esprit de confiance et d'amitié. Ici, les idées naissent souvent d'une conversation simple entre lecteurs et lectrices passionnés. Un passage qui surprend, une hypothèse qu'on veut explorer, une question qui reste en suspens. Beaucoup de nos dossiers sont issus de ces échanges presque spontanés au départ et qui se structurent par la suite. Fiction est aussi un lieu où universitaires et écrivains peuvent dialoguer. Nous n'avons jamais cherché à suivre les tendances, nous avons simplement tenté de comprendre ce qui, dans la littérature contemporaine, mérite d'être interrogé, approfondi, déplacé. La critique garde ici une voix propre, attentive, rigoureuse et toujours connectée au plaisir de l'écriture et de la lecture. Aujourd'hui, Fiction compte 500 articles. Ce sont autant de traces d'une aventure artistique universitaire, collective et vivante, qui continue à se tisser depuis 16 ans. Ce qui compte avant tout, ce sont les conversations, les rencontres, les lectures qui surgissent grâce à elles, entre nous et avec le public de nos lecteurs, qui ne sont pas que des universitaires. Je tiens à remercier donc chaleureusement nos lectrices et nos lecteurs qui donnent vie à ce travail. Et pour conclure, je voudrais céder la parole à Sarah Bukens. Sarah Bukens, qui est notre rédactrice en chef, qui a été formée par Yvan Arix, mais qui a surtout été adoubée véritablement par lui, et qui porte aujourd'hui la revue avec une énergie et une rigueur admirables. Je tiens à le dire clairement, parce que malheureusement les clichés de genre tombent souvent dans ce travers. Sarah n'a jamais été une secrétaire de réaction dans l'ombre. Elle est un élément central de la revue, l'une de ses continuités les plus fortes. Sarah, je te cède la parole dans ce lieu, la Maison de la Poésie, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir. Merci Pierre. La revue critique de fiction française contemporaine s'est donnée, dès sa création, un champ d'études à la fois précis et ambitieux, celui de la littérature française et francophone depuis 1980. Cette date, certes en partie arbitraire, correspond néanmoins à un moment charnière situé à la croisée des XXe et XXIe siècles. Elle offre aujourd'hui un recul de 46 ans pour les textes les plus anciens, une distance temporelle particulièrement féconde pour la recherche universitaire. Car si l'université n'a pas nécessairement pour vocation première de travailler dans l'immédiateté, elle a su, au fil du temps, forger des outils théoriques et critiques qui lui permettent désormais de dialoguer avec l'actualité littéraire dans des délais de plus en plus courts. La revue se situe précisément dans cet espace, entre le temps long de l'analyse et l'attention portée aux mutations les plus récentes du champ littéraire. Cette ambition se double d'un choix résolument international. Bilingue, la revue accueille des contributions en français et en anglais,
évaluée par un comité de lecture international réunissant des spécialistes majeurs du domaine issus de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis, etc. Tous les articles soumis font en outre l'objet d'une double évaluation anonyme par des pairs, garantissant ainsi un haut niveau d'exigence scientifique. Après 16 ans d'existence, il est légitime d'affirmer que la revue occupe aujourd'hui une place centrale dans le champ des études sur la littérature contemporaine et qu'elle constitue un espace de collaboration privilégié pour les chercheurs, jeunes et affirmés. L'approche cosmopolite qui la caractérise permet de croiser des traditions critiques diverses et de dépasser une vision désormais obsolète d'une littérature française strictement séparée entre, d'un côté, les productions de l'Hexagone et de l'autre, celles de la francophonie. La revue s'ouvre ainsi pleinement aux littératures produites au Québec, en Suisse ou en Belgique, mais aussi dans les Caraïbes, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, affirmant que la littérature de langue française se pense aujourd'hui à l'échelle du monde. Cette ouverture concerne également les formes et les genres. Fiction se veut un lieu de réflexion, attentif à un large éventail d'écritures, à l'image de nos pratiques de lecture contemporaines, elles-mêmes profondément diversifiées et cosmopolites. Elle défend l'idée que la littérature ne se cantonne pas à un cabinet de lettrés et qu'elle se révèle particulièrement vivante dans des genres longtemps relégués au rang de paralittérature, comme le fantastique, le réalisme magique ou encore le polar. Dans cette perspective, la revue associe également des écrivains à sa réflexion. Des auteurs majeurs ont ainsi contribué à différents numéros, rappelant que les écrivains sont d'abord des lecteurs et que leurs références, aujourd'hui plus que jamais, proviennent d'horizons multiples. Enfin, cette volonté d'ouverture se traduit aussi dans les choix de diffusion. Comme Pierre l'a dit, depuis sa création, la revue est engagée dans le mouvement de l'Open Access. Elle est aujourd'hui hébergée sur la plateforme d'Open Edition. Ce mode de diffusion garantit une visibilité internationale, s'adresse à un lectorat élargi et permet des délais de publication nettement plus rapides que ceux des circuits éditoriaux traditionnels. Il participe pleinement de la mission que s'est donnée Fiction, faire circuler les savoirs, décloisonner les champs et accompagner les transformations de la littérature contemporaine. La suite de la soirée s'inscrit naturellement dans cette dynamique de dialogue et de réflexion. Elle sera l'occasion d'un regard rétrospectif sur le travail accompli par la revue au cours des 15-16 dernières années. Et pour cette rétrospective, j'aimerais maintenant inviter sur scène Éric Chevillard qui va dialoguer avec Estelle Mouton-Rouviera autour des questions d'engagement, de travail critique et de recherche universitaire. Et ce dialogue permettra de revenir sur certaines thématiques développées dans des numéros de fiction auxquels Éric Chevillard a d'ailleurs été étroitement associé. Bonsoir. Bonsoir. Il faut de la rampe. Hein. Ouais, en fait, on est un petit peu éblouis. Éric Chevillard, bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Merci également au public, alors que je commence à discerner un petit peu. Et merci aux collègues du comité de fiction qui ont permis l'organisation de cette rencontre. Alors, vous l'avez compris, ce sont 15 années de critique, d'écriture, de lecture qui nous réunissent ce soir, comme l'ont rappelé à l'instant Pierre Skounchos et Sarah Bukens. Et je me réjouis de pouvoir discuter avec vous. Donc, je vais rapidement présenter votre travail, même si je pense que ça ne sera une découverte pour personne dans la salle. Et puis, je vous adresserai, si vous le voulez bien, quelques questions. Avec plaisir.
Alors, vous faites partie des auteurs les plus commentés, Pierre l'a dit tout à l'heure, par les contributeurs et les contributrices de la revue Fiction. Une rapide recherche dans la plateforme de la revue donne plus d'une 50aine de résultats, si on compte à la fois les articles dont vous êtes le sujet principal, mais également... 450 articles où il n'est pas question de moi, quand même. En fait, vous avez aussi les articles qui vous intègrent à un corpus un peu plus large, qui vous citent, qui font de votre travail un point de repère, un jalon, dans une production contemporaine très riche. Et en fait, il faudrait ajouter que c'est un constat qui vaut aussi pour d'autres revues. Puisque de fait, votre travail a marqué les études contemporaines et a su instaurer un dialogue fécond avec la recherche. Alors, je ne vais pas lister votre imposante bibliographie, mais je vais simplement mentionner quelques titres, puisque vous publiez en 1987 « Mourir m'en rhume », avec Palafox en 1990, vous empruntez à Henri Michaud en l'imaginaire de l'indéfinition. Donc Palafox, c'est cette créature qu'on ne parvient à décrire et qui pourtant est obtenue par le montage de différents fragments de description balsacienne, mais dont la description pourtant toujours échappe. Et cet imaginaire de l'indétermination, de l'indéfinition, permet de valoriser la fiction contre une esthétique qu'on pourrait qualifier un peu rapidement de réaliste. Et je crois qu'on retrouve cet éloge productif de l'indéfinition dans La Chambre à brouillard, qui date de 2023, et qui, là encore, est le récit de la saisie d'un sujet qui, toujours, échappe. Cette logique subversive qui est à l'œuvre dans la représentation, on la retrouve dans Au plafond, un texte de 1997. Le personnage porte une chaise renversée sur le dessus de la tête, mais aussi, cette fois de façon peut-être positive et productive, dans Dino Egger en 2011, un livre où le narrateur imagine ce que serait le monde si Dino Egger avait existé. Et ce sont aussi toute une petite communauté de narrateurs facétieux qui peuplent vos livres, auteurs, narrateurs, écrivains, mais aussi plagiaires et copistes au sens de, à la façon de Bouvard et Pécuchet. Tous mettent en abîme la littérature et ses pratiques, construisant des fictions du monde littéraire, et j'emprunte l'expression à Denis Saint-Amand. Alors ces textes, l'œuvre posthume de Thomas Pilaster, Démolir Nisard, L'auteur et moi, L'explosion de la tortue aussi, tous ces textes sont aussi, là encore, subversifs et volontiers satiriques. Il faut y ajouter les 3 fragments quotidiens que vous publiez sur votre blog L'Autofictif, ouvert en 2007, constamment nourri depuis, rassemblé en volume aux éditions bordelaises de l'Arbre Vengeur. Et je crois ne pas me tromper en affirmant de façon très péremptoire que le 17e volume paraît demain. Et même le 18e. Et même le 18e, j'ai mal compté. L'autofictif enneige le Fuji. Voilà, ça a failli être d'actualité à 24 heures près. J'ajoute que l'autofictif fait l'objet, ici même, à la Maison de la Poésie, d'une lecture marathon assurée régulièrement par Christophe Brault. Et la prochaine séance, si ça vous intéresse, se tiendra le 26 janvier. Ce bref panorama le fait entendre à demi-mot. Je crois que vos textes explorent et confrontent bon nombre des questions formelles que la critique littéraire interroge depuis désormais quelques décennies. Et ce sont ces croisements que je voudrais évoquer avec vous ce soir, avec une première question qui concernera votre dernier ouvrage paru chez Minuit, donc La Chambre à brouillard. Votre narrateur fait face à un sujet pour le moins réfractaire. Et si vous le voulez bien, on pourrait commencer par vous entendre. Je constate déjà quelques transformations, certainement dues à ces nouvelles conditions d'existence. Voilà, peut-être je contextualise un peu. Le narrateur se penche sur son sujet. Donc évidemment, tout au long du livre, on va s'interroger sur la nature de ce sujet. Je constate déjà quelques transformations, certainement dues à ces nouvelles conditions d'existence. Vont-elles dans le bon sens ? Il est trop tôt pour le dire. Il reprend des couleurs, incontestablement, le mauve, le vert pâle. Il est aussi moins agité. J'ai remarqué des traces grasses sur le drap que j'ai étalé au sol. Du suin, du suif,
Je ne sais pas. Aurait-il pris du volume? C'est l'impression que j'ai, mais il faudrait que je le mesure et le pèse plus précisément. Et pour cela, parvenir d'abord à le percevoir plus nettement dans cette pénombre. Sans doute vais-je devoir fabriquer moi-même les instruments idoines, car je ne possède rien qui fasse l'affaire dans mon outillage, ni dans mon arsenal. Je ne vois pas très bien auprès de quel commerçant me fournir. Moi qui me croyais équipé pour traiter ou affronter tous les cas de figure, je n'aurais pourtant besoin ni de mon oscilloscope, ni de mon trébuchet. C'est un détecteur de particules qu'il me faudrait, une chambre à brouillard. Celle de Wilson ou celle de Langsdorff, peut-être, me permettrait d'observer ce muon tout à loisir. À moins que la chambre à bulles de Glaser ne soit mieux indiquée en l'occurrence, j'hésite. Ou encore la chambre à étincelles qui semble permettre une fulgurante élucidation. C'est le même embarras du choix que dans les grandes surfaces du meuble et de la literie. Je vais réfléchir, en parler à ma femme, je repasserai. Je m'arrête ici. Oui, très bien, merci. Alors, ce narrateur un peu maniaque, hein, on le voit, a toutes les peines du monde à aborder son sujet, dont, en effet, on ne saura pas vraiment ce qu'il est à la fin, sinon qu'une série de sujets similaires sont remisés dans un cagibi et empilés dans des caisses. Alors, vous l'avez entendu dans le texte, une chambre à brouillard, c'est un appareil scientifique, un appareil d'observation, qui permet, donc c'est fin 19e, hein, l'appareil. Je crois qu'il y a un physicien dans la salle. Je ne sais rien sur les chambres à brouillard, hein. Je sais juste que ça permet de voir l'invisible, de détecter l'imperceptible, donc pour un sujet qui se dérobe, pour un sujet peut-être inexistant, qui n'est peut-être que l'élaboration même de son énoncé, etc. Cette recherche infinie, il me semblait pas mal de me doter d'un tel appareil, surtout si je ne sais pas m'en servir. Alors, c'est par métaphore une façon de créer les conditions de l'observation du réel, les particules en l'occurrence. Et si on schématise un tout petit peu, il me semble que c'est un geste commun à l'écriture littéraire et à la démarche critique, telle qu'on la retrouve entre les pages de fiction, car vous l'aurez compris, on va parler de fiction. Créer les conditions de l'observation d'un fragment de réel qu'on éloigne du monde davantage, peut-être qu'on ne l'y réinscrit. Est-ce que ce serait une définition de l'écriture à laquelle vous pourriez souscrire ? Oui, parce qu'il y a aussi le titre, doit être compris littéralement, la chambre à brouillard, c'est un peu le cabinet d'écriture. Ce brouillard, ça serait ce nuage de sensations, d'idées, quelquefois de fragments, de phrases que l'écrivain voit tourner autour de sa tête avant de commencer à ordonner tout ça. Et c'est ce brouillard à couper au couteau, en quelque sorte, ou au stylo, et dans lequel j'évolue toujours, en fait, l'idée de tâtonner. Alors, le réel se dérobe-t-il derrière, ou le brouillard se substitue-t-il au réel, ou le brouillard émane-t-il du réel, ou tout réel n'est-il que brouillard, etc. Jamais je n'élucide rien, il faut le savoir, je pose des questions, mais je n'ai jamais les réponses. Parfait, on va se poser des questions, alors c'est très bien. Cette logique, cette chambre à brouillard, c'est aussi un objet métaphorique, c'est une métaphore scientifique qui inscrit votre travail aussi dans une histoire de l'expérimentation. Et il me semble qu'en littérature, on pourrait faire un pont avec l'histoire récente ou moins récente des avant-gardes, à partir de ces deux métaphores, hein, l'une scientifique, celle de l'observation, et l'autre plus moderniste peut-être, celle de la découverte. Et on pourrait se demander un petit peu ce que ça dit de notre rapport au texte, à la fois comme critique et puis comme écrivain. Alors quel est votre rapport à l'expérimentation en littérature ? Est-ce que vous diriez que vous pratiquez une écriture expérimentale ? Moins qu'on ne le croit. On m'a parfois rapproché de l'Oulipo, qui est un mouvement dont j'apprécie beaucoup des membres et des écrivains qui l'ont illustré, mais justement, ce sont tous des scientifiques, pour la plupart, et l'expérimentation a ce sens-là aussi pour eux, c'est-à-dire qu'ils mettent en pratique dans le champ littéraire des manières de procéder, des protocoles de production qui sont ceux de la science, des mathématiques. Moi, je suis
le littéraire parfait, c'est-à-dire celui qui est nul en maths, qui est incapable de faire des opérations les plus simples. Donc je suis beaucoup plus instinctif qu'on ne le croit. Ce que j'aime, c'est me donner parfois des petits... comment dire ? Par exemple, j'ai un roman qui s'intitule Du hérisson. Et là, c'est bien une expérimentation qui était d'être encombré par un fragment de texte, comme le personnage du narrateur était encombré par le hérisson qu'il découvrait sur son bureau. Donc la formule hérisson naïf et globuleux devait revenir dans chaque paragraphe, et le texte s'articule autour de cette contrainte en quelque sorte. Donc là, effectivement, on peut parler de quelque chose d'expérimental, mais les conditions d'expérience sont plus un prétexte ou un moyen de mise en train d'un mouvement, voilà, plutôt qu'une fin en soi. Puisqu'encore une fois, il n'y a pas d'élucidation à la fin. Ce n'est pas une équation que je voudrais résoudre, et c'est plus un moteur, un mécanisme que je vais saboter, d'ailleurs, assez rapidement la plupart du temps. Alors, on va revenir sur la question du sabotage, mais sur le hérisson, justement, c'est dans Du hérisson que votre narrateur écrit: je conçois en effet la littérature tout à la fois comme le lieu et l'arme de la revanche et même de la vengeance pure et simple. Alors juste après, il écrit aussi: gros hérisson naïf et globuleux, je n'ai pas terminé, donc tu te pousses. Je voulais vous interroger sur cette question de la revanche et de la vengeance, vous avez parlé d'intuition à l'instant, mais qui place plutôt les choses du côté de la revendication et puis d'une forme de lutte, une forme de corps à corps, qui mobilise aussi des figures parfois volontairement, on va dire, dynamiques, voire agressives, dans cette représentation-là de l'écrivain au travail. Oui, il y a même peut-être un peu de ressentiment dans le geste d'écriture. Il y a en tous les cas l'idée de ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est, mais également parce qu'on n'y trouve pas sa place autrement qu'en se débattant de cette manière, c'est-à-dire par l'écriture. Je parle pour moi, mais je pense que c'est une expérience que font pas mal d'auteurs. Donc l'idée d'une vengeance, d'une volonté de puissance qui enfin trouve un lieu où s'exprimer, sachant que, évidemment, le combat est un peu faussé dans la mesure où on construit aussi son adversaire. On bâtit le fantoche contre lequel on va se battre. Dans Démolir Nisard, que vous avez cité, je crois, je ressuscitais un vieux critique littéraire du 19e, adepte du classicisme le plus définitif. Et il me servait dans quelque sorte de guignol sur lequel frapper à coups redoublés, et il incarnait à peu près toutes les causes de désagrément que je pouvais rencontrer, de façon absolument injuste envers la figure historique de ce malheureux Nisard. Mais voilà, on crée des objets en sachant déjà que la victoire nous appartient en quelque sorte. Ce sont des ennemis à notre taille, à notre botte. Alors sur Nisard, c'est aussi un... Alors c'est dans l'introduction de l'auteur et moi, vous racontez qu'un universitaire vous a écrit assez furieux ou furieuse peut-être pour s'émouvoir du traitement que vous réserviez à ce pauvre critique Désiré Nisard. Et oui, parce que c'était sans doute la seule personne à le lire encore et à avoir quelque affection pour lui. Je suppose que Nisard a fait des bonnes choses. Il a traduit les auteurs latins, notamment. Enfin bon. Mais elle a cru que je m'attaquais véritablement à cette figure-là de façon tout à fait injuste, puisqu'effectivement, le narrateur du livre, alors encore une fois, ce n'était pas moi, Éric Chevillard, contre Désiré Nisard. C'était un narrateur lui-même fictif, lui-même excessif, lui-même probablement fou et paranoïaque, qui prenait ce pantin-là comme objet de son exécration de toute chose, du monde, son insatisfaction. Donc en fait, elle s'est méprise complètement sur l'enjeu de ce livre. Ce qui est amusant, c'est qu'elle avait essayé de dresser contre moi l'arrière-petit-neveu de Désiré Nisard, nonagénaire paisible, qui ne s'attendait pas à ce qu'on lui ramène un jour son ancêtre dans les pattes. Et cet homme-là, après avoir lu le livre, m'a écrit une lettre enchantée. Ça l'avait beaucoup amusé. J'ai échangé quelques lettres avec lui.
Donc voilà, elle n'a pas réussi à garer ses tracteurs devant la tour Eiffel pour nuire à mon entreprise. Ça manque un peu de tracteurs. C'était là, pour le coup, il y avait une sorte de total manque de notion de ce qu'était justement ce qui était devenu la littérature. Enfin, ça m'avait surpris de la part d'une universitaire certainement très brillante. Donc vous écrivez qu'elle fait un peu trop corps avec son objet dans une des pages. Voilà, en tout cas, peut-être que moi, dans 150 ans, je serais heureux d'avoir une jeune universitaire prête à se battre pour ma mémoire. Et on vous le souhaite. Alors peut-être que là, on touche aussi à une question qui est celle des pouvoirs qu'on prête au livre, et que là... Alors j'allais dire la période contemporaine, mais peut-être la critique contemporaine, soucieuse de ménager la possibilité d'une pensée, de la transitivité, de la transmission, a peut-être un petit peu surdéterminé, ou en tout cas à performer. Et peut-être qu'il faudrait reformuler un petit peu la question à partir de votre travail, puisque la part réflexive de vos livres donne à lire, il me semble, une toute autre énergie, pas nécessairement celle d'une circulation des affects, qui serait du côté de la transmission, de l'empathie, qui ferait du livre un espace de partage ou de transmission. Je crois que c'est pas ce que vous cherchez. Mais une énergie qui serait du côté... Alors, on a parlé de l'affrontement, on a parlé de la lutte. La question, c'est comment ça s'incarne dans le texte. Et il me semble que c'est en revendiquant un travail toujours recommencé de la forme que vous parvenez à tenir sur cette ligne de crête là. Attachement à la forme, je l'ai déjà dit, mais je le redis, qui fait partie, encore une fois, de l'ADN de la revue Fiction, et c'est ce qui explique votre place aussi prépondérante dans ces travaux. Oui, alors, je vais répondre d'abord un petit peu à côté. Je remarque quelque chose de surprenant, c'est que le monde devient de plus en plus fou. On a l'impression qu'il est dirigé par un tyran ivre ou délirant. La planète s'épuise, les guerres éclatent un peu partout. On se réarme avec enthousiasme dans la perspective d'une 3e guerre mondiale. On met au point le robot auquel on confie le soin d'être intelligent à notre place. Et parallèlement, la littérature, elle s'assagit, je trouve. Elle est donneuse de leçons, elle est moralement toujours à la bonne place. Elle milite pour de bonnes causes, mais il me semble que ça devrait être le contraire, en quelque sorte, que le monde devrait être gouverné avec mesure, sagesse et équité, et que la folie, la fantaisie, le délire, la cocasserie, la noirceur, la dynamite devraient être entre les mains des écrivains. Je pense que Trump et Poutine devraient écrire des livres, et puis on devrait confier l'administration du monde à tous ces écrivains si sages et si certains de ce que ce monde doit être. J'ai du mal à renoncer à là où la littérature m'entraîne quand j'écris, pour des raisons de pensée correcte ou de mesure ou de ne blesser personne. Et je pense que ça, c'est un grand danger. La forme, peut-être, alors il faut que la forme soit juste, il faut que la forme soit belle, pour justifier quelquefois les excès et les outrances du texte, évidemment, puisque ça n'a de sens que si c'est porté par une forme qui, elle, doit être tenue. Mais voilà, je suis très inquiet, en fait, du tour que prennent les choses pour les écrivains aujourd'hui et je sais pas, la mission qu'ils se sont donnée d'être du côté du bien, du côté de la justice, de la justesse. Je pense pas que ça devrait être leur préoccupation première. Je pense que s'ils font des textes qui sont beaux, il y a déjà un ordre, une harmonie qui se crée à cet endroit-là, et c'est déjà pas mal. Alors peut-être que pour prolonger un petit peu cette question de la forme et de ce que la littérature peut ou ne peut pas, en l'occurrence, ce souci de la forme, il s'articule quand même volontiers à des enjeux plus thématiques ou à des enjeux plus politiques. Et c'est là peut-être que les critiques ont un travail méthodologique à faire pour précisément rendre possible une réflexion sur la littérature qui ménage une place à ces questions peut-être plus
je ne sais pas si le mot moral convient, je ne crois pas, mais dans un moment critique qui a un petit peu mis en retrait le primat du texte sur le plan interprétatif, et puis qui remet en question l'autonomie du champ littéraire. On peut prendre 2 exemples dans les sommaires de fiction, avec des enjeux qui sont des enjeux très actuels. En 2015, le numéro éco-poétique, qui suppose de construire en fait en miroir de ces poétiques-là un répertoire d'outils éco-critiques. Et puis plus récemment le numéro 24 qui s'intitule Violence sexuelle et reprise de pouvoir et qui cherche à construire, là encore sur le plan critique, un dialogue entre outils littéraires et puis outils de la critique féministe. Mais là on touche à une question de méthode littéraire et à la place qu'occupe la forme dans nos travaux. Et c'est là que peut-être nous, il faut qu'on s'interroge un petit peu aussi. Et il me semble que la réflexivité qui caractérise vos textes, le mouvement ironique qui s'y déploie, systématiquement, finalement, nous ramène à une histoire peut-être un petit peu plus longue que celle du contemporain. À une histoire des formes qui peut-être excède cette période contemporaine que Sarah a datée tout à l'heure, autour des années 1980. Et le corollaire de ça serait la question de votre rapport à la théorie littéraire. Est-ce que vous êtes lecteur de théorie littéraire ? Oui, j'ai fait des études littéraires et puis je lis notamment fiction, et puis je voulais en profiter puisque c'est quand même un anniversaire que l'on souhaite. La revue a 15 ans, la revue à l'âge de ma fille Suzy, mais la revue range mieux sa chambre que ma fille Suzy. Cette chambre à soi, cette chambre à nous où l'on s'occupe de littérature, qui est peut-être une chambrette, une mansarde. J'ai l'impression qu'on est en train de regagner la petite piaule des poètes maudits. Mais j'ai beaucoup de reconnaissance envers les chercheurs en littérature contemporaine. Je leur dois beaucoup depuis longtemps. Je les admire et je pense que plus que des élucidations théoriques de mes textes qu'ils me proposeraient, je vois plus dans leurs travaux des prolongement au texte, carrément en fait. Le texte prospère grâce à ces lectures intelligentes. C'est comme si le texte était, c'est ça qui me réjouit, comme si le texte était assez fécond pour que d'autres esprits puissent y faire pousser leur propre lubie, leur propre théorie, justement, leur propre vision de la littérature. Et j'ai remarqué notamment que la qualité littéraire des travaux universitaires était de plus en plus évidente. C'est-à-dire que je trouve que la langue des chercheurs contemporains est plus belle qu'elle n'a jamais été, parce qu'il y a eu cette fameuse époque un peu jargonnante où l'arsenal théorique rendait vraiment très abscons les textes. Je pense que les écrivains qui étaient amenés à lire les études que l'on leur consacrait devaient être un peu pantois. C'est plus tout à fait le cas, c'est même plus du tout le cas. Sans renoncer à leurs outils. Je trouve qu'il y a de plus en plus, on voit d'ailleurs des styles, enfin moi ça me réjouit beaucoup ça. Et sans doute parce que j'étais publié aux éditions de Minuit, j'ai eu assez vite ce regard de la critique universitaire sur mes textes, qui n'a cessé de m'accompagner, et comme j'ai assez peu de lecteurs, que l'œuvre est restée assez confidentielle, cette lecture-là des universitaires est pour moi non seulement gratifiante, mais vraiment très joyeuse, enfin très... J'ai toujours un grand plaisir, je lis ça avec certainement un peu de volupté vaniteuse, mais surtout vraiment de la curiosité, parce que tiens, ça c'est incroyable qu'on puisse aller dans cette direction en partant de là, et c'est vrai, c'est tout un nouveau chemin qui s'ouvre, et donc c'est comme si, le texte n'était pas mort, il continuait à pousser ses antennes un peu partout. Alors je vous remercie du coup au nom de ceux qui ont écrit sur vous. Et la revue Fiction est particulièrement représentative de ces travaux-là. Effectivement, on y retrouve à peu près tous les chercheurs en littérature contemporaine intéressants. Mais alors vous avez été étiqueté de différentes manières au fil des années. On a parlé à votre sujet de minimalisme. Olivier Bessard-Banqui a proposé la catégorie du roman ludique. Il y a plusieurs autres étiquettes qui se sont succédées et qui systématiquement vous réinscrivent aussi dans un ensemble un petit peu plus large qui est celui du champ contemporain. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être classé comme ça ? Enfin, la plupart des critiques insistent plutôt sur le fait que c'est assez inclassable ce que j'écris.
minimalisme, franchement, littéralement, le terme me semble absolument inapproprié pour décrire ce que je fais. Enfin, franchement. Alors, je sais que le concept peut être défini de façon plus fine. Et alors, effectivement, je crois que c'était une tentation de vouloir regrouper des écrivains contemporains, comme on l'avait fait avec le nouveau roman. Pas une étiquette qui. Il y a eu, on a tenté 2-3 trucs. Jérôme Lindon avait tenté les impassibles à une époque aussi. Bon, c'est vrai qu'autour des Schnoz, Toussaint, Gailly, Auster, il y avait quelque chose qui prenait peut-être un peu ce tour. Mais moi, j'avais pas l'impression, tout en appréciant ces auteurs, que mes propres textes pouvaient vraiment s'en rapprocher. Donc, oui, c'est pas tellement. Je cherche pas à ce qu'on trouve la parfaite étiquette qu'on pourra coller sur mon bocal. Mais en revanche, comme je vous le disais, tous ces discours, ces analyses extrêmement fines me ravissent. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de dialogue critique qui s'est noué entre vous et vos commentateurs. Alors, vos textes, surtout lorsqu'ils proposent en abîme une petite théorie littéraire, font en fait l'éloge paradoxal, et pas si paradoxal que ça, du geste critique. Et c'est souvent le cas quand vous mettez en scène un critique ou un écrivain un peu ronchon, disons Marc-Antoine Marson par exemple dans Pilaster. Tout ça a pu donner l'impression parfois de ne laisser que peu de place aux commentaires. Et Dominique Viard commençait un très bel article en évoquant le désespoir du critique face à votre travail. Alors on peut voir là une formule qui vise à rappeler la modestie du critique qui s'efface devant l'œuvre commentée, une sorte de prétérition d'humilité. On peut y voir aussi peut-être une réelle difficulté à saisir un régime spécifique de la réflexivité littéraire contemporaine, qui emprunte aux figures de la postmodernité, mais peut-être en cherchant aussi quelque chose qui donnerait congé à la narratologie, au petit théâtre des instances narratives. Oui, alors j'ai l'impression que ça initie plutôt, dans mes propres livres, un mouvement est initié, que le critique reprend et poursuit comme un tour de vis supplémentaire. C'est toujours possible de creuser encore sur ce même élan, en fait, en quelque sorte. Enfin, il y a l'idée de perspective qui m'a toujours plu, l'idée qu'on, dans le tableau, il y a un miroir quelque part où on voit le peintre, puis on imagine le regardeur du tableau, et puis celui qui photographie la personne devant le tableau, dans lequel il y a le sujet, plus le peintre, plus le reflet, etc. C'est une sorte de perspective qui n'a pas de raison de cesser, en fait. L'image se réfléchit à l'infini. L'ironie dans mes textes, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'elle a été plutôt une invite pour les critiques à poursuivre un peu dans ce sens. C'est l'exact envers de la difficulté herméneutique, c'est plutôt le dialogue un peu à l'unisson. On vous commente un peu trop dans votre sillage, un peu trop bien. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé un texte qui est déjà ancien, l'œuvre posthume de Thomas Pilaster, qui était un véritable défi critique, puisque il s'agit des œuvres retrouvées, des fonds de tiroir d'un écrivain qui a été célèbre, fictif évidemment, commenté par un critique avec tout un appareil de notes en bas de page, de préfaces, de notules, etc., qui affecte, qui parodie un peu le genre d'une édition critique classique, mais on se rend compte assez rapidement que le personnage de Marson déteste en fait le Pilaster qu'il commente et le dénigre dès qu'il le peut, au point de laisser porter un doute sur la qualité des textes de Pilaster, et le lecteur devait choisir en fait si les textes de Pilaster étaient bons ou pas. Habituellement, on sait que l'écrivain qui donne un livre à lire, il est assez content de lui. Là, on ne savait pas si j'avais pas écrit délibérément des textes caricaturaux ou ratés, si je ne donnais pas raison aux commentateurs qui s'en moquaient. Enfin bon, donc ça demandait, je sais que ça désarçonnait beaucoup les lecteurs, parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit d'aimer ce texte et celui-là. Parce que moi, j'aime bien Éric Chevillard, mais est-ce que si j'aime ce texte-là, je ne me trompe pas? Enfin, donc ça, c'est un vrai défi critique. Moi-même, j'aimais l'incertitude de ce texte, qui était finalement pour moi qui exprimait l'insatisfaction, qui est celle de l'auteur, toujours de ce qu'il écrit. Et le texte existait pour moi dans la tension entre les deux personnages, évidemment.
l'écrivain et le corbeau sur son épaule qui ricane, qui se moque de ce qu'il écrit. Mais ce texte-là, qui a été difficile à lire pour les lecteurs habituels, qui vraiment étaient très très embêtés, j'ai remarqué que quand ce pacte de lecture n'est pas respecté, il est très difficile pour un lecteur de prendre la lecture à son compte et de décider ce qu'elle vaut. Les critiques, en revanche, ont beaucoup travaillé sur ce texte. Ça les a beaucoup excités et j'ai lu des choses formidables. J'aime ça quand les panneaux dans lesquels on est supposé tomber sont finalement découverts. Là, franchement, les critiques universitaires, les chercheurs en littérature étaient les lecteurs parfaits pour ce texte. Je l'ai écrit pour eux, en fait. Ça suppose de faire confiance à l'écrivain, effectivement, de lire contre l'instance critique et de lire vraiment Pilaster. Alors, peut-être qu'on pourrait vous entendre à nouveau sur, justement, la théorie de l'écrivain. C'est dans le Désordre Azerty, qui est un abécédaire, et c'est le chapitre théorie. Je crois dur comme fer que la théorie d'une œuvre est l'œuvre même, et que celle-ci, d'ailleurs, n'est peut-être rien d'autre. L'écrivain ne fait jamais qu'établir et développer sa théorie. Il bâtit son petit système. Même les péripéties romanesques ne sont que les arguments habilement agencés de sa rhétorique, et ses personnages les figures d'une dialectique à laquelle la tension dramatique donne son mouvement, et la narration sa rigueur. Tout texte est un discours destiné à convaincre, à emporter l'adhésion, à balayer les défenses du lecteur secrètement considéré au pire comme un adversaire et dans le meilleur des cas comme un ingénu, une âme simple à circonvenir. La malveillance n'est pas nécessaire. L'écrivain peut être animé par un généreux dessein. Il agit ainsi certainement pour affirmer sa volonté de puissance, mais aussi pour tirer l'humanité du mauvais pas où il la voit engagée. Et donc il lui expose sans façon sa théorie pour en sortir. Tout se passe dans les limites de son livre, ce sont bien des phénomènes de langage, mais il ne tient, non sans outrecuidance, souvent l'envie nous démange de lui tordre le nez, il tient que si le verbe se fait chair et si encore nous ne maîtrisons le monde qu'en le nommant, son intervention peut être décisive. Son livre, c'est de la théorie en acte. Il prouve par le fait que ses énoncés sont solides. Bien sûr, il arrive un peu tard, tout est déjà en place, le réel constitué encombre tout l'espace. L'écrivain pose une feuille sur sa table, non seulement pour prendre appui sur cette table, mais aussi pour la dérober. Et en effet, il l'escamote, elle disparaît. Il y a là une brèche inespérée qui s'ouvre tout à coup dans le réel. La feuille elle-même est trop mince, trop nue pour opposer son peu de réalité à la théorie révolutionnaire qui bientôt la recouvre aussi. L'écrivain entreprend de tout réformer, il ne laisse rien dans l'état. Quand il doit s'interrompre pour dormir ou se sustenter, il éprouve de nouveau sa suggestion au réel et à ses lois, son impuissance, sa faiblesse, et il retourne à sa page nourrie de rancœur et de résolutions nouvelles, gonflé à bloc, fou de rage. Attention, il a maintenant saisi son crayon. Merci. Alors, vous l'avez entendu, hein, il y a quand même quelque chose qui est un appel à une forme de subversion, de révolte dans ces pages-là. Et je ne voudrais pas exagérer les aspects réflexifs de votre travail. Et je voudrais revenir sur la part, là encore tout à l'heure vous avez employé le mot intuitif, sur la part peut-être un peu plus sensible, qui s'exprime aussi via votre rapport à l'absurde et puis votre pratique de l'humour, y compris de l'humour noir. Anne Roche, toujours dans les pages de la revue Fiction, soulignait dès 2010, dans un article intitulé « Rêveur, rageur », ce rapport finalement sensible à la subversion, qui renvoie à la puissance finalement dérisoire de la littérature. Bon. Elle commentait alors, 2010, vos textes jusqu'à Choir, et il s'avère que cette mélancolie de la révolte n'a pas du tout quitté vos derniers textes, hein, et qu'on l'y retrouve encore. Alors, bon, peut-être que la question de la mélancolie devrait être traitée à part, mais il me semble qu'une des figures dans lesquelles elle s'incarne, c'est la figure de l'animal. Alors, vous avez été beaucoup interrogé sur les animaux, donc vous pouvez aussi choisir de passer la question. Mais peut-être que c'est aussi cette question de la façon dont les animaux en sont venus peu à peu à se nicher, à se terrer entre les pages de vos livres de plus en plus nettement, qui montre aussi quelque chose d'une évolution vers davantage de sensibilité.
fois, j'ai eu la même vie que Brigitte Bardot. L'animal a toujours été effectivement. Alors l'animal, effectivement, j'ai beaucoup parlé des animaux. L'animal, je le considère à la fois comme les fabulistes, comme une métaphore sur pattes, et une formidable métaphore parce que tellement coloré, tellement saugrenu, tellement voilà. D'une part, j'aime aussi le lexique. Les mots, les noms des animaux, ce sont des mots d'enfants. C'est de la pâte à modeler, déjà, vous voyez, autruche, hippopotame, rhinocéros. On a tout de suite envie d'écrire et de malaxer ces choses-là. Donc, très formellement, indépendamment de la cause animale, de l'éthique environnementale, il y a cet aspect. Et j'ai été très surpris. Alors, ça n'est plus du tout le cas, là, pour le coup, depuis une vingtaine d'années. Mais quand j'ai commencé, l'animal avait déserté les pages des livres. Hein, C'était une littérature d'hommes pour des hommes, écrite par des hommes sur des hommes. Enfin, c'est une sorte d'enfer aride. Bon, là, les animaux sont revenus justement à cause du souci écologique. Il y a des très beaux textes, pas mal d'écrivains, Joyce Sorman, etc., ont écrit à partir de la question animale, où l'animal a repris sa place, a pris sa place. Donc c'est vrai que c'est également, donc j'ai ce souci de la... Oui, ça pourrait être le seul véritable combat un peu politique que quelquefois je mène un peu plus clairement que cette défense du monde animal, quand on sait que les espèces disparaissent depuis 50 ans, il y a genre 60% d'espèces animales en moins sur la Terre, enfin c'est complètement dingue. Donc comme j'ai l'impression, encore une fois, je suis désolé de citer mes livres, puisque ça me concerne. Quand j'ai écrit Sans l'orang-outan, c'était l'idée que la disparition de l'orang-outan créait ensuite un désordre complet, le chaos s'installait sur la Terre. On se rendait compte que l'orang-outan était absolument indispensable au fonctionnement de toute chose, au système. Et en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un point de vue, une manière d'habiter le monde disparaît avec chaque espèce qui disparaît. Et comme l'écrivain, l'expérience humaine qu'on fait tous... on l'explore assez vite, on la connaît assez vite, en plus des tas de livres nous la racontent, donc c'est quand même pas mal d'aller se ressourcer en se projetant dans ces univers-là des animaux, en imaginant ce que c'est qu'être une mouche, un chevreuil, etc. Je pense que ça élargit un peu l'expérience du monde que l'on peut faire. Et l'écrivain... Moi, je rêverais de temps en temps de pouvoir écrire. Comment ça s'appelle, Vinciane Després fait un peu ça, essaie d'écrire une littérature d'animaux qu'écrirait la pie. Elle a un très beau texte, une sorte de poème qui est une sorte de liste, et on finit par découvrir que c'est tout ce qu'on a pu découvrir dans le nid d'une pie, à la fois pour fabriquer le nid et tout ce qu'elle a dérobé. Et ça forme une sorte de poème très hétéroclite, très étonnant, tout à fait surréaliste, absolument magnifique. Donc voilà, c'est une expérience du monde qui est celle de la pie et dont on peut faire profit un petit peu, nous. Vous avez publié en 2020 chez Fata Morgana Zoologique, qui est alors je ne l'ai pas sous la main celui-là, mais il s'agit de courts dialogues qui mettent en œuvre en fait ce que pourrait être la langue des animaux, la langue de chaque animal. Et vous parliez du plaisir lexical, du nom des animaux tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose là qui place le travail stylistique au service d'une saisie de la singularité de l'animal, dont vous faites entendre en fait la voix. Oui, alors j'aurais aimé faire entendre la voix des animaux. Je suis pas entièrement satisfait de cet aspect de ces textes. Pour certains textes, ça marchait. Les suricates, par exemple. Donc, à chaque fois, c'est un dialogue dans un zoo entre un mâle et une femelle de plusieurs espèces. Et effectivement, le mâle et la femelle se parlaient de façon très brève, très rapide, très saccadée. Une sorte de dialogue possible de suricates. Un couple de perroquets ne répétait que des formules toutes faites. Des choses comme ça. L'idée, c'était aussi, alors là, voilà, c'était bien ce que je vous disais, de l'animal utilisé à la fois comme le ferait La Fontaine, comme une sorte de caricature de l'homme, mais également, dans chacun de ces dialogues, il y avait une spécificité concernant précisément l'espèce concernée. Et puis, il y avait un sous-texte plus conjugal, je dirais, un peu valable aussi pour les hommes. Par exemple, il y a un couple de pandas
qui sont mis en demeure de procréer, parce qu'il ne va plus y avoir de pandas, alors le mâle n'y arrive pas, c'est quand même une sacrée pression. Donc la femelle lui dit je connais 2-3 trucs, ouais, mais tu ferais ça. Enfin, bon, tout ça pour sauver l'espèce. Évidemment, quand une telle injonction pèse sur vos épaules, ça peut refroidir les ardeurs. Donc voilà, c'était ce genre de... Pas facile pour la transition, là, quand même. Alors, j'en ai une. Vous avez fait paraître l'Arche Titanic. C'est la collection Manui au musée des éditions Stock. Et donc, c'est le récit de la nuit que vous passez au Muséum d'histoire naturelle. Et d'ailleurs, vous racontez la façon dont Lydie Salver vous a permis de réaliser ce projet. Et c'est un texte qui est voilà, tout à fait intéressant parce qu'il est très drôle. Il y a beaucoup de jeux de mots dans ce texte-là. Et qui est aussi, là encore, un texte assez mélancolique puisque en vous promenant nuitamment parmi ces animaux empaillés, vous dites finalement cette disparition. Oui, il y a une chose étonnante. Je ne sais pas si vous connaissez la galerie de l'exposition au Jardin des Plantes. Il y a une galerie, un retrait qui est appelé la galerie des espèces disparues ou en voie de disparition. Et dans cette galerie, il y a l'horloge du Petit Trianon, une magnifique horloge dont le mécanisme est à nu et qui fonctionne encore. Donc, on a l'impression d'une sorte de tic-tac qui nous entraîne vers la fin des temps. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ce compte à rebours ou ce décompte cruel au milieu de créatures empaillées, toutes disparues ou quasiment. Je ne sais pas, c'était une sorte de théâtre étonnant de la finitude et de l'apocalypse. Alors, c'est une nouvelle transition un peu compliquée. Alors justement, à propos de l'apocalypse, je parlais tout à l'heure de mélancolie de la révolte. Alors, il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ce livre-là. Et ça me permet de parler de tous ces ouvrages que vous publiez ailleurs qu'aux éditions de Minuit, aux éditions Fata Morgana, aux éditions de l'Arbre Vengeur, qui sont de très beaux livres, qui sont souvent le fruit d'un travail avec un dessinateur. En l'occurrence, ici, ce sont des dessins de Kiehlhofer. C'est paru en 2023. Et le texte s'ouvre sur un extrait de la correspondance entre Flaubert et Maupassant, le premier ayant envoyé le second explorer, cartographier la côte normande pour lui faire un compte-rendu le plus détaillé possible. Donc il faut imaginer Maupassant arpentant la falaise pour l'aider à planter le décor d'une des excursions de Bouvard et Pécuchet dans le chapitre où il s'intéresse à la géologie. Alors dans le texte de Flaubert, Pécuchet dérape, tout ça pour ça. Et dans Craintif des falaises, le narrateur évoque sa tendance au vertige. Dans des pages sur la chute, qui dialoguent peut-être avec les essais fragiles d'aplomb de Pierre Sange, qui est un texte de 2002, qui travaille aussi ce mouvement de tentative d'envol qui se solde par la chute. Vous voulez bien lire les premières pages ? Alors peut-être pas le prologue du coup, mais... voilà. Du plus loin ou du plus haut qu'il me souvienne, j'ai toujours été sujet au vertige. Le terme acrophobie serait plus juste, mais il serait dommage de se priver du mot vertige, qui appartient à la fois au lexique médical, signifiant à peu près étourdissement, et au lexique métaphysique où il nomme l'effroi devant l'infini, l'angoisse du néant et de la mort. Or, il me semble que le vertige de l'acrophobe recoupe et croise ces deux champs, physiologiques et philosophiques. Deux champs ici en pente raide, en pente savonneuse, les deux versants du pic de l'enfer menant droit en effet dans le chaudron du diable. Le corps défaille et l'esprit se brouille, et la réciproque n'est pas moins vraie. En résulte un état de panique dans lequel Baudelaire parvient tout de même à élaborer de parfaits alexandrins. Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant, hélas tout est abîme, action, désir, rêve, parole, et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve.
Moi, je n'y arrive pas si bien, je l'avoue, à élaborer de parfaits alexandrins. Quand je suis fauché par le vertige, je perds des syllabes dans mon trouble, je les avale. Mes balbutiements ne sont pas exactement coupés à l'hémistiche et ne riment que très approximativement. Mes gémissements, en revanche, me semblent mieux tournés que ceux de Baudelaire, plus réalistes, cliniquement plus convaincants. Je ne dis pas ça pour me vanter. Nausée est un autre de ces termes qui, depuis Sartre, ne désigne plus seulement un malaise physique, mais aussi une épreuve de la conscience. Le vertige expose simultanément son homme à ce double désagrément. C'est dire pourquoi ce malheureux préfère aux randonnées en montagne rester couché dans son lit. Un futon, jeté à même le sol. C'est que je ne suis pas un chat, moi, pas un chamois. Un chamois. Donc la peur du vide. Oui, alors c'est une expérience cruelle qui est mienne et qui s'accroît d'ailleurs avec l'âge. Déjà là, ça d'estrage, c'est déjà un peu haut pour moi. Bon, c'est ces textes de circonstances qui sont d'abord un peu des textes de commande. Effectivement, c'était l'année, je ne sais plus quelle commémoration anniversaire de Flaubert, en 2023, ça devait être le bicentenaire de sa naissance. Quelque chose comme ça. Non, il est né en 21. Non, bref. Il y avait en Normandie, il y avait des manifestations autour de Flaubert. Et j'avais été invité à faire un travail sur la correspondance. Effectivement, il commande à Maupassant un relevé topographique très précis d'Étretat, des falaises. Et Maupassant s'exécute avec beaucoup de docilité et d'empressement. Il lui envoie non seulement des descriptions très longues, mais des croquis. Et puis, au bout d'un moment, Flaubert lui dit « Oh non, mais tout ça, c'est beaucoup trop pittoresque, Étretat, ça va pas du tout. » Finalement, il a placé la fameuse balade des deux bonshommes ailleurs, sur la même côte normande, mais en dehors d'Étretat et de ce site beaucoup trop célèbre. Il voulait pas que la majesté du site vole un peu la scène, en fait. Donc, il lui fallait un endroit plus modeste. Donc le travail c'est quand même une correspondance, un échange d'une dizaine de lettres. Tout ce travail de Maupassant n'aura pas servi à grand chose, sauf à nourrir une belle correspondance entre les deux hommes. Et donc j'ai été invité à écrire là-dessus, et donc j'en ai profité pour écrire un peu quelques méditations sur le vertige que je connais bien. Voilà. Alors à propos de Bouvard et Pécuchet, je surveille ma montre quand même, mais le comité de fiction me fera des grands signes à contre-jour si besoin. Vous avez donné un petit entretien en introduction à une édition critique de Bouvard et Pécuchet, qui est parue dans la collection GF il y a assez récemment, ça doit être 2021 par là. Plus vieux. Plus vieux. Bon, c'est plus vieux. Et donc vous dites avoir finalement lu un peu au pied de la lettre le roman de Flaubert, de façon, somme toute, assez peu ironique. Oui, alors, Bouvard et Pécuchet, alors on parlait des livres intéressants pour la critique et qui sont inépuisables. On voit là bien un chef-d'œuvre, puisque on ne s'entend pas sur le degré de bêtise de Bouvard et Pécuchet. On ne s'entend même pas avec Flaubert sur cette question, d'ailleurs. C'est un petit peu comme Cervantes et Don Quichotte. Enfin, c'est des créatures qui étaient pour leurs auteurs plutôt comiques et dérisoires et qui, en fait, ont pris une ampleur. Et je trouve Bouvard et Pécuchet des sortes de Don Quichotte, en fait, du 19e siècle, des Don Quichotte bourgeois, des Don Quichotte de l'industrie, de la science, des techniques, de la médecine, enfin ils ont cette même bonne volonté, ils ont cette espèce d'ingénuité, de croyance, et évidemment c'est toujours puni par une déconvenue. Tout rata, je trouvais que c'était une des phrases les plus belles de la littérature française, une des plus courtes que Flaubert ait écrite pourtant, mais tout rata. Ça conclut à peu près chacune de leurs expériences. Et alors évidemment, c'est un texte extrême. Si on le prend au pied de la lettre, c'est un texte d'une noirceur terrible, parce qu'il y a toutes les expériences scientifiques, tous les savoirs qui sont passés en revue, mais également les sentiments, puisque l'aventure amoureuse de Bouvard est un fiasco total. Enfin bon, il chope la syphilis, bref. Donc il y a une espèce comme si toute expérience humaine se soldait par une déconvenue, une désillusion, une sorte
triste aveu d'impuissance. Voilà. Mais à chaque fois, ils y retournent avec une sorte de ténacité, d'opiniâtreté que je trouve finalement assez belle, qui ressemble un peu à l'effort des humains pour s'en sortir, etc. Donc c'est des personnages pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Bouvard et Pécuchet, je me reconnais assez en eux. Ils ne sont pas si ridicules que ça. Ils accèdent quand même à un certain niveau à chaque fois dans les sciences qu'ils examinent et qu'ils explorent. Ils ne sont pas si minables que ça. Et d'ailleurs, je pense que Flaubert fait parfois plus qu'il ne le croit corps avec ses personnages, puisque les lectures de Bouvard et Pécuchet, les fameux 3000 livres que Flaubert a lus de lui-même. Donc, il a relevé tout ce qui lui paraissait comique, là, ce fameux sottisier. Bref, c'est pas très clair. La place de Flaubert entre ces deux bons hommes n'est pas très claire. Voilà. Alors peut-être une question sur... on va laisser de côté la question de la lecture au premier degré, mais ça me plaît beaucoup, l'histoire de lire Flaubert au premier degré. Peut-être une question sur la forme fragmentaire, parce que vous avez parlé de la question dont on va démonter le cliché, dont on va traquer la bêtise, et c'est quelque chose que vous pratiquez évidemment absolument partout dans vos livres, mais peut-être de façon privilégiée dans les formes les plus brèves. Je pense évidemment à l'autofictif, aux 3 fragments quotidiens qui sont publiés sur le blog, mais où vous êtes quasiment épigrammatique d'ailleurs. Mais peut-être aussi, alors on a parlé du hérisson tout à l'heure, qui est une succession de paragraphes qui ne coïncident pas forcément avec la phrase. Et finalement, c'est un travail qui contamine petit à petit même vos textes les plus narratifs parmi les plus récents. L'explosion de la tortue et puis La chambre à brouillard sont finalement des livres qui procèdent par formule. On trouve aussi cette logique, même si c'est un peu différent dans Mon autobio, qui doit être quelque part par là, voilà, qui s'écrit en un seul mot, qui est donc une autobiographie parodique qui tourne en dérision les figures de la causalité du libre arbitre ramené à la question de l'existence racontée. Il me semble que cette écriture fragmentaire, elle vous permet de vous émanciper encore un peu plus de la forme romanesque avec laquelle vous vous battez. Je crois en fait que c'est ma manière la plus naturelle d'écrire. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, le premier livre que j'ai écrit et envoyé aux éditions de Minuit, c'était une suite d'aphorismes, de formules. Et Lindon m'avait répondu gentiment en me disant qu'il trouvait ça très bien, mais que ce n'était pas du tout envisageable de publier un texte pareil pour un premier livre. Et que si je voulais devenir écrivain, si je voulais vivre de mes revenus d'auteur ou m'installer vraiment dans une vie d'écrivain, il fallait que, je le veuille ou non, que j'écrive un roman. Ça m'avait fâché, ce conseil, mais en fait, il était très sage et je l'ai suivi. Je l'ai suivi si bien que 3 semaines après, je crois, je lui ai renvoyé Mourir mon rhume, qui est en fait une sorte de dispositif, voire d'installation, on pourrait presque dire, à partir de ce premier texte qui était une sorte de recueil d'aphorismes en quelque sorte. Et j'ai juste inventé un personnage d'agonisant qui veut quitter ce monde sur une phrase superbe. Et donc, hop, je glissais un premier aphorisme. Et comme il ne mourrait pas, il fallait bien qu'il dise autre chose. Donc, paf, un deuxième aphorisme, etc. Et le livre s'est écrit comme ça. Et en fait, assez souvent, je suis un romancier qui use de stratagèmes pour écrire des romans. Il y a des romanciers naturels que j'admire beaucoup, qui ont cette espèce de feu pour raconter des histoires, etc. Moi, là, on parlait tout à l'heure de contraintes ou d'expérimentation. C'est vrai que j'ai besoin de recourir à une petite machine un petit peu factice, un petit peu artificielle, pour mettre en train mon train de phrases. Puisqu'il faut bien avoir du grain à moudre, il faut bien avoir un propos. Mais en fait, raconter une histoire ne m'intéresse pas beaucoup en soi. Alors le fragment, c'est le rêve, le lieu et la formule, là, comme disait Rimbaud, c'est-à-dire l'idée de tout attraper en une phrase. C'est quand même c'est vrai que j'ai cette tentation-là. Alors c'est vrai que j'ai aussi la tentation de la digression. Quand j'écris des romans, quelquefois la phrase s'emballe. Alors c'est une ouverture, c'est le contraire d'une certaine manière. Je m'amuse parfois à dire que j'aimerais réussir à faire tenir une digression dans un aphorisme.
l'idée, c'est il y a ce double mouvement ou de concentration ou au contraire d'expansion, mais c'est vrai que pour réduire, il faut d'abord avoir un matériau plus vaste. C'est Cioran qui était un adepte de l'aphorisme disait souvent qu'il avait écrit 3-4 pages avant de les compresser pour aboutir à ces deux formules finales. Une bonne recette qu'on pourrait appliquer à nos articles de critique, peut-être. Tiendrait en une phrase. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous lisez vos contemporains, à part Lydie Salvert, bien sûr? Et qu'est-ce qui vous fait rire en littérature? Alors, aux éditions de Minuit, il y a une tradition, depuis que j'y suis, qui est on s'envoie tous nos livres, enfin tous les romanciers s'envoient leurs livres, que l'on se connaisse ou non. Ce qui m'a permis, depuis 35 ans, de lire pratiquement toute l'œuvre de tous les auteurs Minuit, déjà. Comme vous le savez, j'ai tenu pendant 6 ans un feuilleton pour le monde des livres. Là, c'était le flux. Là, j'avais décidé de tout lire, enfin, de ne pas choisir des livres en fonction de ce que je pouvais en pressentir. Donc, de lire aussi des mauvais livres, ou des livres qui n'étaient pas faits pour moi, ou des livres qui n'étaient pas susceptibles, a priori, de m'intéresser. J'ai fait de bonnes et de mauvaises rencontres. C'était très intéressant comme expérience de lire ces contemporains sans aucune espèce de tri, tel que ça venait, sous l'avalanche, comme ça. Mais effectivement, je lis beaucoup de mes contemporains, j'ai des amitiés littéraires, alors c'est pas toujours des gens que je connais très bien personnellement. Antoine Volodine, par exemple, on se lit depuis toujours, on s'écrit. Et lui, voilà un auteur qui me fait rire, très souvent. J'avais écrit un article sur lui, il avait été assez content que je soulève cet aspect de son travail qui n'est pas souvent remarqué. Dans cette espèce d'aplomb de Volodine à être Volodine, je trouve ça déjà une espèce de... Il a imposé une figure assez incroyablement cocasse qui dure depuis 40 ans. Et je me permets de le dire parce que c'est plus un secret, il va finir en beauté, là, au mois de septembre, il va publier 11 livres d'un coup. Chez 11 éditeurs différents, des petits livres, des fascicules, et puis il prend congé, après il s'arrête. Il terminera en écrivant « Je me tais », et puis il se taira. Et donc il a réussi à convaincre tous ces éditeurs historiques, plus d'autres, de publier cette espèce de... Ça, je trouve ça formidable, la manière dont il a réussi à s'introduire sous des hétéronymes chez plusieurs éditeurs et à poursuivre sans jamais dévier, sans jamais se trahir, sans jamais se couper, à imposer cette fiction à la littérature contemporaine et au monde éditorial et à la presse pendant 40 ans. Rien que ça, c'est très fort en soi, c'est une sorte d'humour à froid extraordinaire. Bon, et puis il y a cet humour du désespoir dont il parle lui-même, c'est sa formule, qui est présente dans de nombreux de ses livres, une sorte d'outrance dans la noirceur qui finalement est une forme d'humour tout à fait prodigieux. Et puis je lis beaucoup d'autres auteurs, je pourrais pas parler d'eux chacun de façon. On peut finir sur cette formule que vous avez eue en parlant de Volodine, imposer la fiction. Et puis on peut s'arrêter là. Je vous remercie, Éric Chevillard. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.